Les zones occupées du pays seront très prochainement libérées et le Mali reste ouvert au dialogue. Certitude donnée au Forum de Tanger et reprise devant la communauté malienne de Rabat par le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra. Concertation nationale, les dates sont désormais connues. Elles se tiendront les 26, 27 et 28 novembre prochains. La commission d'organisation s'attend vivement à une participation du FDR. Finale allée de la Coupe de la Confédération, une finale inédite pour le Djoliba qui sera face demain au Léopard du Congo ici à Bamako. Nous sommes samedi 18 novembre, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Un journal que nous ouvrons sur la situation dans notre pays, laquelle situation a été largement discutée à la 5e édition des Mid-Days à Tanger au Maroc. Le Premier ministre a participé au débat pour rappeler que l'intervention militaire se précise pour chasser les terroristes dans le nord du pays. Cheikh Modibo Diarra estime que le Mali reste ouvert au dialogue avec tous ceux qui reconnaissent la laïcité et l'intégrité territoriale du pays. Il était hier à Rabat où il a rencontré la communauté malienne. Envoyés spéciaux Aboubacar Traoré et Ibrahim Traoré. Situation au Mali était quasiment sur toutes les lèvres au Forum Mid-Days 2012 qui vient de prendre fin à Tanger au Maroc. Pour une sortie de crise dans le nord du pays, la position des autorités maliennes ne change pas. Le Premier ministre est ferme. La guerre est inévitable contre les terroristes et parallèlement, le dialogue se prépare avec ceux qui reconnaissent la laïcité et l'intégrité territoriale du Mali. Si Ansardine a dit qu'eux, ils abandonnent la charia sur l'étendue du Mali, mais ils veulent garder ça à Kidal, il faut que Ansardine se détrompe. Kidal fait partie du Mali. Moi, je leur ai dit, la charia ne s'appliquera pas à 1 cm² de la République du Mali. Ça, c'est un. Une autre république ne se créera pas sur 1 cm² de la République du Mali. Ces deux choses-là, il faut que les gens le comprennent. Et plus tôt on le comprendra, plus rapidement nous pourrons nous asseoir pour commencer à dialoguer. Et lorsque je parle de dialogue, comme je vous l'ai dit, les populations sont contre le dialogue parce que tout le monde est énervé. Nous avons quelque chose en commun, ce pays-là, le Mali, nous appartient à nous et aux gens qui comprennent, qui composent les MNLA et en Sardine. On ne peut pas leur dire que ce n'est pas leur pays, c'est leur pays. Seulement, il faut que la loi du plus grand nombre prévale. Au Mid-Days 2012, beaucoup de participants partagent la démarche des autorités maliennes. L'opération militaire, à mon avis, aujourd'hui devient une condition pour un retour de la stabilité. Mais bien évidemment, si opération militaire il y a, il faut absolument que les négociations se mettent en place. Il faut absolument qu'il y ait un accord national pour le Mali. Je pense que ce sont des trafiquants, ce sont des terroristes. On ne peut pas négocier avec des personnes comme ça. Il faut les ignorer parce que quand ils ont pris la mauvaise route, donc ce n'est pas des gens avec qui on peut négocier. On a assez négocié et il ne faut pas négocier avec certaines personnes. Ça, je me dis que des terroristes, on ne négocie pas avec. Parce que c'est des gens qui sont déjà violents. Alors, mieux vaut utiliser une stratégie militaire pour amener la paix au Mali. Le Premier ministre s'est ensuite rendu à Rabat pour rassurer ses compatriotes vivant au Maroc que le gouvernement travaille sur des accords historiques et crédibles qui devront permettre au Mali de résoudre définitivement cette crise. Cheikh Modibo Diarra précise que le document doit être placé sous le contrôle d'un pays neutre qui se chargera du suivi de sa mise en œuvre correcte. Le but est d'éviter, selon lui, tout problème dans l'avenir. Le chef du gouvernement demande à ses concitoyens surtout de la patience et de soutenir les autorités maliennes qui travaillent activement pour trouver une solution rapide et durable à la crise que traverse le pays. Ici à Bamako, vote hier à l'Assemblée nationale de 2 projets de loi. Le premier porte sur la ratification de l'ordonnance portant création du laboratoire vétérinaire de Gao. Le deuxième projet de loi porte sur la création du centre de développement de l'artisanat textile. Les 2 projets de loi ont été votés à l'unanimité. Reportage de Agibou Koulibaly. Le premier projet de loi portant sur la création du laboratoire vétérinaire de Gao a été largement discuté par les parlementaires. Les questions des députés par rapport à ce projet ont porté entre autres sur les motivations de la création du laboratoire. Quels sont les produits qui seront fabriqués par le laboratoire vétérinaire de Gao
et les retombées économiques sur la ville et les populations. Est-ce qu'on va mettre ces produits-là à la disposition des services vétérinaires pour l'encadrement de l'élevage ou bien ça va être commercialisé? C'est vrai, le laboratoire central fabrique des vaccins, mais ce laboratoire va avoir un rôle d'inspection vétérinaire, n'est-ce pas, dans la zone. Il va avoir un rôle d'épidémiosurveillance et il va avoir aussi un rôle de diagnostic, n'est-ce pas, localement parlant, et au plus vite pour parer au plus précis. Ce premier projet de loi sur le laboratoire vétérinaire de Gao a été finalement adopté à l'unanimité avec 96 votants. Quant au deuxième projet de loi portant sur la création du centre de développement de l'artisanat textile, les questions d'éclaircissement des députés ont trait à l'artisanat textile dénommé Tissutex et la Cerfitex, la localisation du centre et son rapport avec l'Institut national des arts, le manque de compétitivité et les difficultés que connaissent la Comatex et Batexi à cause de la concurrence des tissus importés. Monsieur le ministre, le textile malien ou importé est façonné à apporter quelque chose à l'humanité. Le présent projet de loi va dans ce sens. La Tissutex, je crois que là aussi, comme on l'a toujours dit, le Mali est un grand producteur de coton. Il a été le premier producteur de coton au sud du Sahara. Malheureusement, tout ce coton est exporté sans valeur ajoutée, sans transformation locale. Ce deuxième projet de loi sur la création du centre de développement de l'artisanat textile a été aussi adopté avec 96 votants pour, 0 contre et 0 abstention. Je vous le disais dans les titres, les concertations nationales des forces vives auront lieu les 26, 27 et 28 novembre prochains. Pour mieux informer la presse et répondre aux questions des journalistes, une conférence de presse a été initiée et présidée par le président de la Commission nationale d'organisation. Au cours de cette conférence de presse, la Commission attend très vivement la participation du RDR. Les concertations nationales auront lieu les 26, 27 et 28 novembre 2012 au Centre international de conférence de Bamako, organisé pour informer la presse afin d'éclairer certaines zones d'ombre et de répondre aux questions des journalistes. Cette conférence a recueilli plusieurs questions comme par exemple la contestation de la commission, le coût de l'organisation, la mainmise de la primature sur la commission, le retard déjà accusé pour ces concertations, l'organisation des concertations sans le FDR. On en oublie. À toutes ces questions, des réponses ont été données par le président de la Commission nationale d'organisation des concertations. On a dit qu'il y a un grand nombre de cadres de la primature. La primature, c'est le secrétariat. Ceux qui sont là, c'est les DAF pour l'internat, les autres pour la saisie et tout. Ils ne participent même pas en fait au débat. Je ne vois pas comment les cadres de la primature vont venir influencer les hauts responsables qui sont, n'est-ce pas, les responsables des regroupements et des associations qui sont dans la commission, que ce sont les cadres de la primature qui vont venir leur dicter la conduite à tenir parce que le premier ministre a dit de faire comme ça. La tenue de ce point de presse n'est nullement une réponse à la conférence tenue par le FDR. Dans notre cheminement, nous avions prévu de tenir ce point de presse. Il n'y a pas de polémique entre nous. Il y a peut-être nous avons des façons de voir différentes. Nous avons une méthodologie différente. Le coût de l'organisation des concertations est fixé à 78 millions de francs CFA. Au dire du président de la commission, au regard de toutes les considérations, seul le Mali compte. Mahamadou Doumbia a suivi cette conférence pour nous. Un siège social pour l'association professionnelle des banques et établissements financiers d'un coût de 65 millions de francs CFA. Il a été inauguré et aidera dans la promotion et le développement du secteur bancaire de notre pays. Reportage Nyanya Aliou Traoré. Une bâtisse au style moderne, dotée de 5 bureaux, d'une grande salle de conférence et autres commodités. Voilà comment se présente le désormais tout nouveau siège de l'association professionnelle des banques et établissements financiers. En créant ce siège, l'association veut offrir un cadre plus idéal à ses partenaires afin de répondre de manière efficace aux besoins des uns et des autres. L'association professionnelle des banques, c'est 1729 milliards de total de bilan.
et une structure qui est en charge de gérer 13 banques et des événements financiers, il faut réunir l'ensemble des conditions pour permettre à cette structure d'effectuer son travail dans les meilleures conditions possibles. Et aujourd'hui, nous avons pu réaliser ce siège-là avec le concours de l'ensemble des présidents directeurs généraux et directeurs généraux des banques. Et nous pensons que la construction de ce siège va permettre non seulement d'assurer une meilleure coordination de l'activité des banques, mais aussi d'assurer une meilleure capacité de proposition et d'action pour la promotion et le développement du secteur financier et bancaire de notre pays. Les autorités ont bien accueilli la réalisation du siège. Pour le ministre Koulibaly, au rythme où part le monde des finances, certaines conditions minimales doivent être réunies. Ceci afin que les banques puissent mieux supporter la compétitivité auquel elles sont exposées au quotidien. Et ce joyau, dit-il, sera l'une des réponses. Le siège va contribuer à faciliter la réalisation des missions que l'association s'assigne pour que, ensemble, les banques contribuent mieux à l'avancement de l'économie nationale, au financement de l'économie, au financement des entreprises. Je pense que d'ici quelques années, ils vont construire un immeuble encore plus grand. La réalisation de l'infrastructure a coûté plus de 65 millions de francs CFA. Financement sur fonds propres de l'association. Le 42e pèlerinage de la communauté catholique du Mali a débuté aujourd'hui à Kita. Pendant 2 jours, de milliers de pèlerins venus des diocèses de notre pays, des pays voisins, vont méditer et prier autour du thème « En Jésus, retrouve ta dignité ». Envoyé spécial, Laurent Diakité. Le 42e pèlerinage de la communauté catholique du Mali a débuté aujourd'hui à Kita par une longue procession. En effet, de la gare ferroviaire au sanctuaire marial, sur un trajet de 2 km, les pèlerins ont récité le chapelet et chanté les louanges de Dieu à travers le thème en Jésus, Fils de Marie, retrouve ta dignité. En accueillant les pèlerins dans le sanctuaire marial, l'administrateur apostolique du diocèse de Caille a situé l'événement dans son contexte. Nous sommes venus ici à Kita pour prier dans la foi et l'espérance l'unique Dieu Tout-Puissant. Nous sommes venus lui confier nos propres intentions, celles confiées à nous et à chacun de nous, et surtout les intentions de notre peuple et celles de nos gouvernants. Nous sommes venus prier Dieu, car nous en sommes conscients, sans lui, nous ne pouvons rien faire. En effet, sans lui, nous sommes voués à la perdition. L'administrateur apostolique de Caille a également fait allusion à nos frères du Nord vivant sous occupation en disant que Dieu bénisse le Mali en lui accordant la paix, la cohésion, en amenant ses fils à se pardonner et à se réconcilier. Cette nuit, les pèlerins vont se rassembler au pied de la Vierge Marie sur la colline mariale, veillée au cours de laquelle la chorale de l'archidiocèse de Bamako va les édifier sur le thème « En Jésus, Fils de Marie, retrouve ta dignité ». Le secrétaire du Forum du réseau de la gauche africaine a lancé ses activités ici à Bamako. Le secrétariat s'est assigné des objectifs, c'est d'assurer le succès des luttes populaires pour de meilleures conditions de vie des peuples africains. Agibou Koulibaly. Avec l'intervention de ceux qu'ils appellent les impérialistes sur le continent, les initiateurs de Al-Nef, Forum du réseau de la gauche africaine, veulent soutenir mutuellement et en tout temps les luttes populaires se déroulant dans les différents pays. Le SADI est membre fondateur d'Al-Nef et membre de Al-Nef. Al-Nef, c'est une rencontre de la gauche africaine qui a lieu aujourd'hui au Mali, au moment où non seulement notre pays, mais partout en Afrique, il y a beaucoup de soubresauts de la crise financière internationale que nous sommes en train de connaître. Alors donc, que des partis de gauche africains se donnent la main pour mieux analyser la situation, faire un réseautage de leurs activités pour que l'Afrique soit définitivement débarrassée de cette
situation économique désastreuse imposée par les forces impérialistes. Cette journée aura permis aux invités de passer en revue les documents fondamentaux du forum discutés lors du 3e forum en novembre 2011, notamment le manifeste, le règlement intérieur, le mécanisme de réponse rapide. Autre point à discuter pendant la rencontre, les modalités concrètes d'application des décisions prises lors du 3e forum en ce qui concerne la formation, la communication et la promotion du forum sur le plan africain et mondial. Face aux différents défis et aux différentes guerres qu'alimentent les puissances impérialistes, nous devons, nous en tant que gauche africaine, être solidaires, être avertis et faire l'échange de nos expériences réciproques afin que nous puissions vraiment assumer nos responsabilités face à nos peuples. Au sortir de cette rencontre de Bamako, les initiateurs du forum vont élaborer un document définitif des motions et déclarations afin de définir les orientations et le champ opératoire du forum pour être efficace face aux demandes des différents peuples. L'état des lieux et des perspectives de la filière solaire dans notre pays, le sujet était au centre d'une rencontre au CRES de Badalabougou. La rencontre est organisée par la SNG, Organisation néerlandaise de développement, en partenariat avec la Direction nationale de l'énergie. Fatoumata Kone, compte rendu. Le secteur de l'énergie solaire est en pleine expansion au Mali. La maîtrise de la filière solaire est plus que nécessaire pour les acteurs intervenant dans ce domaine. C'est pourquoi la SNV, Organisation néerlandaise de développement, en partenariat avec la Direction nationale de l'énergie, a organisé cette rencontre. L'objectif de cette rencontre consiste à la mise en œuvre du réseautage des acteurs de la filière énergie solaire pour faciliter les collaborations et les synergies d'action. Les atouts de notre pays sont les rayons solaires, le vent, la biomasse, entre autres. Le Mali s'est doté de politiques de développement des énergies renouvelables, une stratégie permettant de faciliter l'accès des populations à l'énergie solaire. Le Mali a fait des énergies renouvelables l'un de ses programmes phares en vue d'atteindre la desserte énergétique nationale afin que nous ayons l'énergie pour tous aux alentours de 2030. On met tous les acteurs ensemble pour voir quelles sont les difficultés, quels sont les défis, quelles sont les solutions et aussi permettre aux gens d'être ensemble pour vraiment analyser l'ensemble du secteur et trouver les meilleures actions à faire à court terme pour que le secteur se développe. Cette rencontre sur l'état des lieux et des perspectives de la filière solaire au Mali est l'occasion d'échanger sur certains problèmes inhérents au secteur. Il s'agit de l'insuffisance des bailleurs concernant le financement des produits solaires, de l'amélioration de la qualité de la production et de la recherche sur les solaires thermiques. Dans le cadre du développement du secteur minier et des prises de contact avec les sociétés minières de la région de Sikasso, le ministre des Mines, Amadou Babassi, a visité jeudi dernier la mine de Wassoulor de Faboula. Envoyés spéciaux Mohamed Touré et Tchédje Kamara. Inaugurée le 25 février 2012, la capacité initiale de production de Wassoul-Or était de 11 000 tonnes jour de minerais et sur 8 ans. Mais hélas, la crise malienne est passée par là. La société a assisté au retrait de ses partenaires étrangers pour cause d'insécurité. Nous avons décidé de prendre notre destin à bras-le-corps, assumer nos responsabilités. Donc maintenant, à l'heure où je vous parle, c'est pratiquement une équipe de Maliens et de sous-régionaux qui essaie de faire répartir l'usine et de le faire fonctionner à pleine capacité pour atteindre les 11 000 tonnes de minerais à traiter par jour, qui est notre objectif. Comme solution alternative, Wassoul-Or a vite développé le partenariat sud-sud et national. Toutes choses qui ont permis d'une part de maintenir la production entre 3 et 4 000 tonnes de minerais par jour et de l'autre de sauvegarder les emplois qui sont de 25% sur le plan local et 35% sur le plan régional. En plus des emplois, le maire de la commune et les populations n'ont pas tari d'éloges en l'endroit de la société pour les différentes réalisations. Pistes rurales, écoles, cliniques et mosquées, entre autres, au bénéfice des populations.
Le ministre qui a visité les infrastructures de dernière génération de la société s'est réjoui de la bonne entente entre Wassoul Or et les populations. Mes premières impressions sont des impressions de satisfaction. Le développement local basé sur les infrastructures, prendre en compte les préoccupations des populations riveraines autour de ces mines. Et vraiment, je suis fier et je suis très satisfait du travail que les sociétés minières font dans le cadre du développement. Une des satisfactions majeures du ministre reste les procédés d'exploitation qui respectent l'environnement. Il a par ailleurs promis d'œuvrer afin de trouver des solutions idoines pour les problèmes de raccordement de la société Wassoul Or sur le réseau EDEM et les questions liées aux taxes et exonérations. L'hôpital régional de Sikasso a tenu la 12e session de son conseil d'administration. Plusieurs questions concernant le bon fonctionnement de l'hôpital ont été discutées. ORTM Sikasso, le compte-rendu de Idrissa Ngoulou Sissoko. Pour cette 12e session, les administrateurs du conseil d'administration de l'hôpital régional de Sikasso se sont penchés sur l'examen et l'adoption du procès verbal de la 11e session, le contrôle des tâches, l'examen du rapport d'activité et du rapport financier au 30 septembre 2012, l'examen et l'adoption du programme opérationnel 2013. Malgré certaines difficultés, à savoir le manque de certains spécialistes et la situation que vit notre pays, l'hôpital a pu tirer son épingle du jeu. Le budget, nous avons pu exécuter jusqu'à environ 65% de ce qui a été alloué. Par rapport aux activités, nous sommes à plus de 70% de réalisation. Je crois que ce sont des niveaux acceptables. On a attiré notre attention sur les difficultés qui vont peut-être surgir en 2013, parce qu'en 2012 aussi, nous avons vu certaines difficultés, et donc d'aménager le budget par rapport à ces difficultés. Malgré tout, nous sommes à environ 8% de progression par rapport au budget de 2012. Le président du conseil d'administration a appelé les populations à entretenir la paix autour de l'hôpital pour l'atteinte de ses objectifs. Je lance un appel pressant à notre laboureuse population afin que nous fassions désormais preuve de vigilance et de discernement en privilégiant en toutes circonstances le dialogue. Il faut noter que le budget prévisionnel de l'hôpital se chiffre à plus d'1 milliard de francs CFA. Les administrateurs ont formulé des recommandations, à savoir la régularisation de la situation des contractuels de l'hôpital à l'INPS, l'application des dispositions réglementaires de la loi hospitalière. En 4e région, les travaux d'aménagement du casier hydraulique de Touraba dans la zone de Koumari avancent normalement. La mission conjointe UEMOA, ministère de l'Agriculture, vient de séjourner dans la zone. Coût du projet, 40 milliards de francs CFA, entièrement financé par l'UEMOA. Nous retrouvons Brema Kone depuis Ségou. Le projet régional de mise en valeur des terres de l'Office du Niger se réalise dans le cadre de l'UEMOA. Son financement, qui s'élève à 40 milliards de francs CFA, est aussi assuré par l'UEMOA. L'objectif est d'améliorer la sécurité alimentaire au Mali et dans la sous-région. Il convient alors pour cette mission de l'UEMOA et le ministre de l'Agriculture de venir constater les travaux d'aménagement du casier hydraulique de Touraba. Il s'agit là d'une superficie de 2174 hectares dans la zone du Kouroumari. La mission se dit satisfaite de l'état d'exécution des travaux estimé à 34% avec un délai contractuel de 62%. Les travaux avancent d'une façon satisfaisante. C'est un projet intégrateur. C'est le lieu de reconnaître toute la dynamique qui est envisagée dans le cadre de ce projet et toute la félicitation à l'endroit des autorités maliennes qui ont cédé ce territoire au profit des populations de la sous-région. C'est pour confirmer la fierté de l'Union d'avoir financé un projet de telle envergure au profit des populations. Le ministre de l'Agriculture, Dr Yaranga Koulibaly, a aussi témoigné de sa satisfaction de l'avancement des travaux. Ces aménagements ont commencé, ils sont en train d'avancer très bien. C'est un nouveau type d'aménagement, notamment avec les revêtements en béton, qui peuvent optimiser notamment l'irrigation et réduire les pertes d'eau. Donc nous pensons que ce type d'aménagement, évidemment, doit être répliqué
parce que c'est un projet test, un projet pilote de l'UEMOA. Si c'est réussi, moi je pense que ce serait une très bonne chose. Nous avons constaté qu'il y a des populations dans la prise du projet. Nous allons nous impliquer donc, pour que ces populations puissent être réinstallées. Auparavant, la délégation ministérielle et la mission de l'UEMOA avaient visité le barrage de Markala et tenu une réunion relative à la réussite du projet. Autre visite de terrain, cette fois-ci à Kay. L'ambassadeur de la Suède et la représentante de l'UNICEF viennent de boucler une visite de 2 jours dans la région de Kay, dans les villages de Dramé-Bougou et Ngori-Kopela. Sur place, les 2 diplomates ont pu constater les résultats enregistrés dans la lutte contre l'excision grâce au projet Protéger la jeune génération, un projet pilote et intégré de lutte contre les mutilations génitales féminines. Kai Kansutu Kanouté. Première étape de cette visite, Dramé-Bougou, village Kasonké situé à 82 km de Kay. Après les différents mots de bienvenue, le groupe théâtral de Dramé-Bougou a présenté à Madame l'ambassadeur de la Suède au Mali et à la représentante de l'UNICEF au Mali un sketch sur l'abandon de l'excision. À travers ce sketch, le groupe a fait ressortir les conséquences graves qu'engendre la pratique de l'excision sur la santé maternelle et infantile. J'ai été en particulier impressionnée par le courage, la sagesse des femmes et des hommes de ce village qui ont compris qu'il faut arrêter les pratiques néfastes comme l'excision des femmes. Et ça fait partie des droits des femmes, des droits des enfants. Aujourd'hui, 3 ans après, être dans ce village, écouter les témoignages d'anciennes exciseuses, de jeunes femmes qui ont été excisées et ont failli sans doute mourir, et qui ont été sauvées, qui ont été suivies par une ONG, AMSOT, qui travaille ici courageusement avec la population. Je crois que ça, c'est très encourageant. Deuxième étape de la visite, Bangassi-Kopela, village à majorité Kasonké situé à 25 km de Kay. Là aussi, ce sont un sketch sur l'abandon de l'excision, sur la consommation de l'eau propre, sur l'hygiène et l'assainissement, une visite de latrines améliorées dans des familles qui ont été les temps forts de l'événement. Et je constate que dans ce village, les populations, ils ont très bien compris que les latrines, les toilettes, l'hygiène, c'est la santé et ça augmente la possibilité d'améliorer leur vie et leur développement. J'étais impressionnée. Je suis satisfaite, très satisfaite. Bien sûr, j'ouvre l'œil et je vois d'autres problèmes et il va falloir encore s'attaquer à ça. À noter qu'auparavant, Madame l'ambassadeur de la Suède et la représentante de l'UNICEF Mali ont rendu visite aux élèves qui ont été intégrés dans l'éducation formelle au groupe scolaire de plateau 1, 2, 3 et 4 dans le cadre de la stratégie de scolarisation accélérée. En 5e région, la mobilisation du budget spécial d'investissement pour la réinstallation des populations sur les nouveaux sites et le renforcement de la sécurité autour des sites. Telles sont les recommandations issues de la 3e session du comité technique d'orientation du programme de développement de l'irrigation. Moustapha Doumbia. Au cours de cette 3e session du comité technique d'orientation du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Selengue, PDIBS zone de Djéné, les membres du comité ont planché sur les activités menées en 2012 et sur les programmes d'exécution technique et financière 2013. Les principales activités qui ont été menées en 2012 concernent essentiellement la construction de seuil de Djéné, donc pour lequel le génie civil a commencé depuis septembre 2011. L'année 2012 a été mise à profit pour conclure les marchés concernant les aménagements hydro-agricoles. Donc au cours de l'année 2013, les travaux d'aménagement hydro-agricole concernant 14 000 hectares de submersion contrôlée et 1000 hectares de maîtrise totale sur le périmètre de Sarantomo vont être entamés. Au terme de cette journée d'échange et de débat, le comité a recommandé la mobilisation du budget spécial d'investissement pour permettre la réinstallation des populations sur les nouveaux sites et le renforcement de la sécurité au niveau de tous les sites du projet. Nous osons croire véritablement que les aspirations de l'ensemble des populations seront
effectivement retrouver. Notez que, outre les représentants des services techniques régionaux et locaux qui constituent les membres du comité technique d'orientation du PDIBS zone de Djenné, cette troisième session a enregistré la présence des maires, des sous-préfets des communes bénéficiaires, ainsi que des représentants de la société civile. World Vision invite ici à Bamako les leaders religieux à s'impliquer dans le domaine de la santé des enfants. Cette réunion s'inscrit dans la volonté de l'ONG de soutenir les efforts du gouvernement pour la réduction du nombre de décès évitables d'enfants dans notre pays. Rachel Tessougué. Infantile dû à la malnutrition est un sujet préoccupant car elle représente 50% des décès d'enfants. C'est pour cette raison que World Vision a initié cette rencontre pour inviter les leaders religieux à sensibiliser les fidèles pour une meilleure nutrition des enfants. L'implication des pasteurs pour la santé de l'enfant nous paraît être très évidente parce que quand nous lisons les évangiles, nous voyons Jésus-Christ très en action pour les questions sociales et pour les questions aussi liées à l'enfant. Nous pensons qu'un pasteur non seulement doit agir, mais doit contribuer à mobiliser la communauté pour la prise en charge des enfants. Les leaders religieux s'engagent à inviter les fidèles à adopter un certain nombre de comportements visant à prévenir la mortalité infantile. Parmi ces pratiques, on peut citer une meilleure nutrition, l'espacement des naissances, un diagnostic et un traitement plus précoce des maladies. Nous, on peut amener plusieurs actions. On peut introduire cette question dans nos sermons de vendredi. Donc on peut sensibiliser, être les acteurs de changement dans tous les domaines, que ce soit la nutrition, que ce soit la vaccination, que ce soit les consultations pré- et postnatales. Donc on peut s'impliquer dans tous ces domaines de la santé. En tant qu'organisation de développement travaillant avec les communautés les plus vulnérables, World Vision a développé un ensemble d'interventions. Ces interventions visent à soutenir les efforts des gouvernements dans la réduction des décès d'enfants dus à la malnutrition en Afrique de l'Ouest. L'actualité cette semaine a été marquée par la série de remises de dons en nature et en espèces, parmi lesquelles on peut citer la remise de 30 tonnes de riz de l'association Cri de cœur à des déplacés et cette autre remise d'ordinateurs et d'accessoires de l'ambassade de Chine à la Maison de la Presse. Des brèves commentées ce soir par Fademba Keita. 712 déplacés des régions du Nord, les résidents à Bamako, Banamba et Sévaré ont reçu ce matin des vivres. L'opération de distribution des 30 tonnes de riz a eu lieu à la Tour d'Afrique de Bamako. Cette action humanitaire est l'œuvre de l'association Cri de cœur. Dans les prochains jours, l'association entend poursuivre ses actions à travers la distribution de kits scolaires aux élèves déplacés, des cartons de lait, d'eau de javel, des couvertures, des layettes, savon et pâtes dentifrice aux populations de Kidal, Gao et Tombouctou. L'ambassade de la Chine au Mali a remis ce matin 3 ordinateurs et ses accessoires à la Maison de la Presse. Objectif, appuyer la presse malienne dans l'accompagnement de sa mission. L'ambassade de la Chine entend pérenniser ses actions à l'endroit de la presse malienne. Ce dont la Chine permettra de renforcer la coopération entre Chinois et Maliens. Selon les bénéficiaires, ces machines seront utilisées à bon escient pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes. Les gestes en faveur des déplacés et des populations vivant dans les régions du Nord se poursuivent. Cette fois, c'est l'association Mandé à Aulnay-sous-Bois en France qui vient de leur offrir la somme de 2 millions de francs CFA. Au nom des membres de l'association, le président Souleymane Traoré a remis ce jeudi cette somme au secrétaire général adjoint du collectif des ressortissants du Nord, Coren. Le geste magnifie l'attachement de nos compatriotes étrangers à leur patrie. La Fédération des communautés africaines au Mali, FECAM, fait don de kits scolaires à 80 élèves déplacés du centre d'animation pédagogique de Torokorobougou. Les bénéficiaires sont les élèves déplacés des groupes scolaires du quartier Mali, de Torokorobougou, de l'école Batoumaoudo, du Mandé et de Mamadou Lemaire.
Par ce geste humanitaire, l'AFECAM entend manifester sa solidarité envers nos compatriotes éprouvés. La cérémonie de remise a réuni, outre les bénéficiaires, le secrétaire général du COREN, le représentant du directeur du centre d'animation pédagogique CAP de Torokourbougou et des notabilités du quartier. Le groupe des conseillers fiscaux vient de s'agrandir avec 6 nouveaux membres. Ces derniers ont prêté serment ce jeudi à la Cour d'appel de Bamako. La vocation de ces conseillers est d'éclairer le contribuable sur le respect de la législation fiscale. Ils l'assistent également dans la procédure du contrôle fiscal, un rôle qui a été clairement expliqué par le représentant du ministère public, Malamine Koulibaly. Les nouveaux conseillers fiscaux ont été envoyés à l'exercice de leurs fonctions par Aliou Badra Nanakassé, assurant la présidence de l'audience. La Croix-Rouge malienne met à la disposition des populations de la commune de Fitouga-Sarafé, cercle de Niafunke, 10 tonnes de céréales. Ces vivres acheminés à partir de Mopti ont été remis la semaine dernière à l'association pour le développement de Fitouga-Sarafé. En plus de ce don de la Croix-Rouge, l'association a offert à la commune des médicaments d'une valeur de plus de 500 000 francs CFA. Tous ces efforts visent à soulager les souffrances de la population de la commune de Fitouga-Saraféré, une population qui a presque quadruplé du déclenchement de la crise à ce jour. Les autorités municipales et les militants de l'association se sont réjouis des différents gestes. Cérémonie de lancement au Musée national de Bamako de l'ouvrage posthume Les Mandingues de Koumbi. L'ouvrage est de Jean Djigui Keita qui a prématurément rejoint le foyer de ses ancêtres en février 2009. Jean Djigui Keita retrace dans cet ouvrage les réalités de l'occupation massive d'Afrique de l'Ouest par les peuples mandingues et tente d'expliquer leur dynamisme d'expansion. À Garibou, Pérou. Les Mandingues de Koumbi à Paris, c'est l'intitulé de l'ouvrage de Jean Djigui Keita. Ouvrage posthume en 207 pages, édité par la Maison d'Onion, il apparaît comme la somme d'une richesse littéraire et culturelle. Ce sont des livres dont on a besoin qui permettent aux Maliens de fouiller leur conscience historique. Le livre est très bien écrit et je peux me dire qu'il est écrit, n'est-ce pas, en français d'instituteur, en français colonial. La grammaire est rigoureuse, l'orthographe parfaite. Le sous-titre imparfait est respecté et maîtrisé. C'est une bonne qualité d'écriture. Il est plus qu'un repère social, il est repère social et culturel. Parce qu'il te permet de savoir qui tu es, de quelle société tu relèves, mais il te permet de connaître aussi les autres sociétés. Pétri du limon de sa terre natale Kita, Jean Djigui Keita est un iceberg. Il me disait, mais on me colle un manteau de scientifique alors que je me sens dans mon âme profond littéraire narrateur. Nous avons connu Jean Djigui Keita, l'agronome, le forestier, le meneur d'hommes, premier directeur national des eaux et forêts. Nous ne savions pas, l'essayiste, l'historien, l'ethnologue, le sociologue. Né en 1936 dans la capitale d'Arachide, l'auteur des Mandingues de Koumbi à Paris, Jean Djigui Keita, fut le premier directeur national des eaux et forêts du Mali indépendant avant d'entamer une carrière de fonctionnaire international à la FAO. Il propose dans son ouvrage une relecture dynamique de l'histoire des peuples mandingues où se regrouperont les pays de l'échange du sel et de la noix de cola. Cette nouvelle, avant d'ouvrir la page sport de ce journal, Miss Mali France, c'était le week-end dernier. Elle a été organisée par l'Association des jeunes franco-maliens. Les membres du jury ont noté les 14 candidates et c'est Chantal Keita, malinké de 26 ans, qui a été désignée Miss Mali France. Sa première dauphine est Derdech Wawa Soninke et la deuxième dauphine Nyakale Ndjaye. La soirée était placée sous la présidence du consul général du Mali en France. Le conseil de base des Maliens de France était représenté par une délégation conduite par son vice-président. Nous pourrons vous proposer les images de cette élection Miss Mali France dans nos éditions futures.
Sport football, finale allée de la Coupe de la Confédération. Le Djoliba jouera demain contre les Léopards du Congo. Une affiche inédite, si vous voulez, une finale inédite que les Rouges veulent prendre beaucoup de points ici à Bamako. Le vainqueur de cette double confrontation écrira son nom pour la première fois au palmarès de cette compétition. Ousmane Dao. Jamais dans son histoire, le Djoliba n'a été proche du but. En effet, les Rouges de Bamako disputent ce dimanche leur première finale de Coupe d'Afrique des clubs face aux Congolais de AC Léopard de Dolosi. Pour cette première, la manche allée se joue ici à Bamako. De ce fait, l'objectif est d'obtenir un bon résultat pour bien négocier le retour prévu une semaine plus tard au Congo. Pour ce match, le Djoliba bénéficie de plusieurs atouts qui permettent de parier sur la formation de Aloubadra Diallo. Tout d'abord, son invincibilité à domicile en compétition continentale depuis 2008. Mieux, les Rouges ont toujours marqué au moins un but à Bamako. Justement, parlons de cette attaque djolibiste qui sera certainement le secteur sur lequel l'équipe va beaucoup compter pour faire plier les fauves du Niari. Une efficacité attendue devant les buts adverses, mais beaucoup de vigilance au niveau de l'arrière-garde qui a retrouvé sa sérénité de début de saison lors de la demi-finale de retour. Le Djoliba et AC Léopard se connaissent bien pour avoir évolué dans la même poule. Un but partout lors de la deuxième journée et victoire congolaise 3-0 au moment où les Rouges étaient sûrs de leur première place dans le groupe. La confiance est le maître mot dans le camp djolibiste, mais la méfiance aussi doit demeurer puisque la présente double confrontation est une finale de coupe avec toutes les incertitudes. Le Djoliba Athlétique et les Léopards du Congo qui vont s'affronter demain sont tous les deux motivés pour cette finale historique. Entraîneurs et joueurs ont affiché cette grande volonté, c'était au cours d'un point de presse. Écoutons quelques acteurs des propos recueillis par Khalifa Nama Traoré. Le match de demain est une grande première pour nous. Donc nous savons quand même que il est important dans l'histoire de l'équipe. C'est la première fois que nous jouons cette finale. J'avais dit à son temps que je pense qu'on a beaucoup de choses à faire valoir. On a beaucoup de choses à montrer parce qu'il y a eu tellement de successions des générations dans cette équipe qui était vraiment douée, quel que soit au niveau des entraîneurs, au niveau des dirigeants ou des joueurs, qui n'ont pas eu la chance d'être là. Et le bon Dieu nous a accordé cette chance d'être là avec aussi nos qualités. Je pense que mes joueurs et moi, demain, nous serons quand même prêts et nous allons tout faire quand même pour avoir une certaine avance et une bonne assise avant le match retour. L'état d'esprit, je pense, d'abord, il est bon. Je ne connais pas un joueur qui n'est pas content de jouer une finale. Et je ne connais pas un joueur qui n'est pas motivé à jouer une finale. Je ne connais pas un entraîneur qui n'est pas motivé à jouer une finale de Coupe d'Afrique. Ça n'arrive qu'une seule fois pour d'autres, plusieurs fois pour d'autres. Donc, je pense que la motivation, il n'y a pas de problème. Les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est vrai, ils nous ont battus lors du dernier match. Mais le match de demain aussi, ça sera un autre match. Parce que c'est une finale. Tout le monde est motivé. Et puis, franchement, nous voulons cette finale cette année, Inch'Allah. Un match ne ressemble jamais à un autre. C'est un autre match qu'on va avoir demain. On a joué déjà 2 matchs. Ce sera un troisième demain qui sera tout différent des 2 autres. Donc, on n'a pas à dire que nous avons fait nul à l'aller, nous avons gagné au retour et que demain ça va être facile. Non, ça va être un match, un véritable match, une grande finale. Ce n'est pas un seul match, nous allons jouer 2 matchs, donc nous allons nous comporter pour arriver à un résultat positif à la fin. Vous savez, au football, rien au hasard. Vous savez, quand on arrive à ce stade de la finale de la Coupe d'Afrique, il n'y a plus de petites équipes. Vraiment, ce que je peux lui dire, qu'ils puissent nous respecter comme nous les respectons. Et puis, nous allons jouer le match, que le meilleur l'emporte. Mesdames, Messieurs, la mort vient de frapper encore une fois à la porte de l'ORTM. Notre collègue Adama Keita John Daga, caméraman ici à l'ORTM, n'est plus. Il a été arraché à l'affection de tous. Aujourd'hui même, à la suite d'une courte maladie, il avait seulement 38 ans. Ses obsèques auront lieu demain à partir de 16h à Djikoroni, Para. Voilà, Adama Keita.
caméraman à l'ORTM. On ne le retrouvera plus pour des reportages. Je rappelle que le coup d'envoi du match Djoliba, les Léopards du Congo, est prévu pour demain à 20h en raison de la retransmission de ce match en direct sur l'ORTM. La grande édition du journal est ramenée à 19h. Je me ferai le plaisir d'être là sur ce plateau pour le présenter. Et 13h déjà, vous aurez rendez-vous avec Aïssata Ibrahim Meiga. Merci d'avoir suivi cette édition. Merci de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. On ne les oublie pas. Excellente soirée.